Le prochain projet de recherche apporte des éléments de réponse aux préoccupations identifiées par les utilisateurs régionaux concernant la régression des forêts fermées d'épinettes noires versus l'expansion des forêts feuillues nordiques et des territoires dénudés, la dynamique et la croissance de l'épinette noire entre le 51e et le 52e nord, les peuplements dévastés par le feu et la qualité de la station après feu. Les résultats de cette étude, réalisée en collaboration avec M. Régent Gagnon de l'Université du Québec à Chicoutimi, seront présentés par le responsable du projet, M. Serge Payette de l'Université Laval. Ce projet a pour titre « Origine et dynamique de la pessière fermée et de la pessière à lichen dans la zone de la forêt fermée de la région 2 ». M. Payette. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin. Partager les résultats de notre travail, qui est en fait la thèse de doctorat de François Gérard, ci devant. Alors, François, qui, dans le cadre donc du partenariat du Fonds de recherche forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean et FQRNT, a pu donc faire sa recherche de 3 ans. Évidemment, vous savez qu'un doctorat, ça prend beaucoup plus que 3 années. Donc, en principe, François sera un des rares étudiants que j'ai eu au doctorat qui va faire un record de 4 ans à 4 ans et quart, devrait terminer son doctorat, donc vers la fin de l'année prochaine, si tout va bien. Alors, je vais présenter les résultats de sa recherche, d'une partie de sa recherche. Ce n'est pas terminé, comme je le disais, mais certainement, on est suffisamment avancé pour pouvoir présenter des éléments intéressants pour la communauté forestière ici. Une mise en perspective générale au départ. Disons que moi, j'ai une formation d'écologiste qui travaille surtout dans le nord du Québec, même l'extrême nord forestier du Québec. Et vous avez ici une vue générale des 3 principales zones de végétation boréale que nous avons au Québec. Donc, Hubert et Cornelia l'ont montré ce matin. Vous avez la partie sud, qui est la forêt fermée, là où se fait effectivement l'activité de prise de la ressource. C'est la forêt fermée, la grande forêt d'épinette noire, la forêt de sapin également. Et tout au centre, la forêt ouverte, la pessière à lichen pour l'essentiel, qui traverse le Canada de pratiquement de Terre-Neuve jusqu'au delta du Mackenzie. Il n'y en a pas en Alaska, ou très peu, à cause des sols. La forêt ouverte, notre pessière à lichen dont il sera question ici, c'est une forêt typique du bouclier canadien, disons-le au départ. Elle ne transgresse pas les limites du bouclier canadien, qui est une formation géologique que vous connaissez de granit, de gneiss, de sol extrêmement pauvre, pas d'isolysé et tout ça. Et vous avez tout au nord la fin de la forêt qu'on appelle toundra forestière. Ça vaut ce que ça vaut comme expression, mais c'est la fin. Sur les sommets, généralement, il n'y a pas de forêt. Et dans un passé plus ou moins récent, il y avait de la forêt, qu'on peut dater d'ailleurs. Depuis à peu près le dernier 1000 ans, la forêt a régressé de manière systématique. Et j'insiste là-dessus. Alors, vous avez donc ce beau ruban de formation. Forêt fermée, forêt ouverte, toundra forestière. Donc, l'essentiel de la forêt boréale. Au nord, c'est la toundra arbustive. Et au sud, bon, enfin, on peut parler de la forêt mixte, forêt d'érable de la vallée du Saint-Laurent, de façon générale, OK? Alors, notre propos ici, c'est d'aborder la question de certaines dégradations de la forêt fermée par l'introduction de la forêt ouverte, de la pessière à lichen qui, subrepticement, pénètre dans la forêt fermée. C'est le propos, donc, de ce matin. La limite sud des pessières à lichen, il y en a donc ici dans la zone de la forêt fermée, c'est le parc des Grands Jardins. OK? Et la limite nord de la forêt ouverte, c'est la limite des arbres. Donc, très loin au nord, de cette façon-là. Et si on devait représenter la forêt ouverte, son expression spatiale, ça représenterait à peu près une courbe unimodale de cette façon-là. Et le défilement de la courbe ici a été précisé sur le terrain du 54e environ jusqu'au 58-30. Et c'est en termes de pourcentage. Ici, vous avez 100 ici, vous avez 0. Donc, vous avez une perte logarithmique
de la répartition spatiale de la paissière. Si on prend cette courbe-là et on l'inverse ici pour faire une courbe de distribution presque normale, théoriquement, voilà le propos, la limite sud, si toute chose étant égale par ailleurs, expression très connue, ça devrait arrêter vers le 51e. Il ne devrait pas avoir tellement de paissières à lichen au sud. Et donc, essentiellement, dans la forêt fermée, ça devrait être une belle forêt, de belles venues et aucune espèce de trouée représentée par la forêt ouverte. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, on a voulu étudier cette question-là et on s'est posé la question si la forêt fermée était une forêt vraiment intègre, qui était stable, qui était résiliente aux perturbations, ou si au contraire, elle pouvait perdre du terrain. Bien, vous devinez, évidemment, notre problématique dans le cadre du projet ici était qu'elle a fait par des observations préliminaires que la forêt ouverte pénétrait à l'intérieur de la forêt fermée. Alors, d'où les objectifs suivants qui n'ont pas tous été atteints pour l'instant, puisque la thèse n'est pas terminée. Mais on a, dans un premier temps, établi le constat de la répartition spatiale de la paissière à lichen au sein de la forêt fermée. OK, c'est le premier volet. Je vais vous présenter quelques résultats là-dessus. Des résultats très intéressants. Le deuxième, quelle est l'origine de ces paissières-là, paissières à lichen, paissières à mousse, pour l'essentiel. Et quel est l'impact des facteurs de perturbation, F et C, feu, épidémie et coupe, le triptyque, évidemment, dans la forêt boréale. Le feu est un élément de perturbation majeur. Les épidémies, on le sait, on en a parlé tout à l'heure avec Cornelia. Et la coupe forestière, forcément. Et, somme toute, en conclusion, est-ce que la forêt fermée est résiliente, est résistante, donc, aux perturbations? Petite idée visuelle de la forêt fermée et de la forêt ouverte ensemble dans un territoire. On est ici vers le 51. On est à peu près au niveau de la limite de la forêt attribuable théorique pour l'instant. Forêt fermée, bien, c'est la forêt, Hubert en a parlé tout à l'heure, forêt fermée, forêt plus que 40% généralement de couverture d'arbres, dominée par l'épinette noire, surtout des bryophytes, des paissières, on appelle ça souvent paissières à mousse, mousse épinacée. D'ailleurs, il y avait une belle diapositive tout à l'heure d'une mousse. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de l'espèce. On va voir si vous connaissez votre botanique. Est-ce que vous le savez? Il y avait 2 espèces de mousse. Je n'insisterai pas. Versus lichen, ben voilà, la forêt ouverte, c'est la forêt à lichen, OK, ici. Et puis, qui comprend, dans les 2 cas, des éricacées. Somme toute, c'est la densité et le parterre dominé soit par les mousses, soit par les lichens, qui distinguent les 2 types de forêts. Ce sont les 2 principales forêts du Québec, forestiers de façon générale, OK? Et de façon générale, elles sont sur des sols podzélisés, bien drainés. Alors, ce que vous remarquez, donc ici, il y a une coupure nette entre la forêt ouverte et la forêt fermée. Voilà donc une pénétration de la forêt ouverte dans la forêt fermée, hypothèse donc au préalable ici, cette forêt-là était totalement différente avant une perturbation comme un feu, ce qui fut le cas ici. Il l'a complètement dégradé, façon de parler, en termes forestiers. On avait ici donc une forêt semblable à celle-là ici, dont on ignore l'âge pour l'instant. Hubert en a présenté des âges tout à l'heure. Ça peut être des forêts très, très vieilles. On y reviendra tout à l'heure. Alors, le dispositif expérimental du travail de François. François est un étudiant extrêmement gâté. Il a bénéficié de très bonnes conditions. Premièrement, 2 excellents directeurs de recherche. Après ça, un appui indéfectible de nos 2 fonds. Et on a étudié une région tout à fait caractéristique du Québec en partant du parc des Grands Jardins, si vous voulez. Puis on est allé carrément au Mont-Atiche, au nord-est du lac Mistassini. Donc, une région d'au moins 500 km. Vous voyez l'ampleur du projet. Alors, on a fait un échantillonnage, remarquez ici, de manière aléatoire, on a pris des lignes à toutes les 15 minutes de latitude, ça veut dire à tous les 30 km. On a choisi une ligne déterminée de manière aléatoire, avec un 25 sous, si vous voulez, la première ou la deuxième ligne, laquelle qu'on va prendre. Et après ça, de manière systématique, on a procédé au saucissonnage de la végétation de cette façon-là pour aboutir à 19 lignes que vous voyez ici. On a fait 19 lignes. Chaque ligne comprend 1 km de large et 140 km de long. Ça fait tout un territoire, et ceci jusqu'à la limite nordique, en gros, de la forêt fermée ici, qui est représentée
par le passage du vert au jaune quelconque. Voilà donc une présentation ici, ce qu'on a fait. Donc, on a pris 2 jeux de photos. Pour la première évaluation donc, de l'importance de la pêchère à lichen au sein de la forêt fermée, on a voulu avoir un horizon d'une 50aine d'années, donc de 1950, les photos aériennes du fédéral, les premières photos disponibles au Québec, au Canada de façon générale, c'est dans les années 50. Et on est allé aux photos les plus récentes. Dans certains cas, ça peut être 40 ans, dans d'autres cas, 50 ans. Mais dans tous les cas, on a donc fait de la photo-interprétation, de la pêchère fermée, pêchère ouverte, et on a évalué donc avec un logiciel de MapInfo la superficie occupée par chacune des 2 formations. D'accord? Et tout ça a été validé sur le terrain. Quand je disais que François est chanceux, évidemment, on a fait ça en voyageant au-dessus des lignes, soit avec un hydravion ou avec un hélicoptère. Alors, les résultats sont mieux d'être bons de cette façon-là. À l'intérieur de ces 19 lignes, on a choisi théoriquement 4 peuplements et ça nous a fait un total de 57 peuplements où voilà, on a travaillé de façon beaucoup plus détaillée sur la caractéristique de chacune de ces forêts, c'est-à-dire les pêchères à lichen. D'accord? Vous avez ici un graphique qui est assez révélateur. C'est donc à partir de cet inventaire de photos aériennes, on a utilisé les cartes écoforestières également fournies par le ministère et on a pu donc évaluer la place prise en termes de superficie totale en hectares ici pour chacune des lignes, donc d'1 km de large sur 140 km de long, la partie prise par la forêt ouverte. Et vous voyez cette augmentation presque exponentielle ici de la superficie de pêchère à lichen quand on aboutit au nord du 51-52. Ici, c'est à peu près la limite des forêts attribuables. Ici, vers les monts Atiche. Donc, on est très, très, très loin. On a commencé dans la réserve faunique de Laurentides par Parc des Grands Jardins. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Il y a au moins 500 km. Et cette augmentation fulgurante de la pêchère à lichen pour aboutir finalement ici dans la zone de la grande pêchère à lichen du nord canadien. Et ce qu'on a remarqué, c'est une augmentation de la superficie prise par la pêchère à lichen au cours des 50 dernières années. Augmentation que nous avons évaluée à 8 %. Il y aura sûrement plusieurs questions tout à l'heure là-dessus. C'est quand même important. Je le dis au départ, peut-être qu'il y a 50 ans avant, il n'y avait pas une telle augmentation. Il faudra voir. Parce que si on devait porter cette augmentation-là sur un horizon de 1000 ans, bien, vous comprendrez qu'il n'y aura pratiquement plus de forêt fermée. Là. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. D'accord? Il faut se rassurer, donc, là-dessus, au départ. Ce qu'on a fait, donc, en même temps, on a évalué le triptyque perturbation, coupe tordeuse des bourgeons de l'épinette et feu, toujours selon ce gradient latitudinal, et on a constaté, donc, dans la partie des années 50 et jusqu'à aujourd'hui, la place prise par les perturbations. Remarquez ici, la coupe forestière, elle est fort importante en l'an 2000, le point d'arrêt de notre inventaire, et qu'elle était quand même, ma foi, assez importante, et surtout dans la partie sud, réserve faunique et tout ça, dans les années 50. Et en 2002, finalement, l'aire occupée en termes de latitude est à peu près la même, mais la superficie a augmenté de manière draconienne, on le comprendra, depuis les 50 dernières années. Et c'est dans votre région, donc ici, 02. Il y a une forte exploitation forestière. Au sud du 50e, on est déjà après 2002, on est arrivé pas loin du 51e à l'heure actuelle, au sud des montagnes Blanches. Et donc, zone d'exploitation privilégiée. Tant qu'à la tordeuse des bourgeons de l'épinette, on était chanceux. Les photos des années 50 ont vraiment capté en Polaroid, si vous voulez, l'épidémie de cette période-là. C'est pourquoi, vous allez voir en petit bâtonnet gris, c'est l'importance prise par la tordeuse vue de photographie aérienne à cette époque. C'est assez important. Et l'autre épidémie qui est survenue en reste ici. Et dans tous les cas, ça aboutit à peu près à l'équivalent de la limite de coupe forestière à l'heure actuelle. C'est intéressant. Donc, la zone vraiment franche en ce qui concerne la forêt fermée. Quant au feu, vous voyez, évidemment, c'est totalement différent ici. Il y a eu beaucoup de feux dans les années 50. Ça, c'est très important. Donc, il y a beaucoup de forêts maintenant qui proviennent de cette période de feux de 50 à 80 ans. Et depuis ce temps-là, bien, ce qu'on a vu sur les photographies aériennes, les feux très récents sont répartis un peu partout, comme pour les années 50, mais avec peut-être une superficie un petit peu plus grande vers le nord. On est franchement dans la zone de feu pour le nord,
si on devait diviser la région en 3 zones, zone de feu pour la partie nord, zone d'épinette, de tordeuse pour la partie sud et zone de coupe forestière pour la partie centrale, qui est vraiment la région typique de 0,2. À l'intérieur donc de ce travail-là, François donc a procédé avec de nombreux assistants à un échantillonnage des peuplements. Nous avons 57 peuplements. Je vais maintenant vous montrer quelques caractéristiques de ces peuplements-là. Ce n'est point terminé, mais quand même, on a des données intéressantes. Premier point à considérer, on a une bonne répartition assez homogène des peuplements quant à leur âge. OK? On a des peuplements de 50 ans. Il y en a beaucoup. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est la photographie aérienne. C'est la photographie aérienne. Ici, vous avez des peuplements très répandus à peu près d'une cinquantaine, soixantaine d'années, et des peuplements assez anciens, de plus de 100 ans, dans l'ensemble de la région. Évidemment, il y a un creux ici qui est associé au lac Saint-Jean, au Saguenay, où on est actuellement. Et il y a un creux forestier aussi par la coupe forestière de la zone 02. D'accord? On a si on veut étudier l'épaisseur à mousse de cette zone-là, il y a un peu de difficulté à en trouver. Ils ont été coupés. Premier point intéressant, on vient avec ce que Hubert a présenté de façon comme de main de maître. La croissance en hauteur. Dans chacun des peuplements, nous avons mesuré les 10 plus grands arbres issus de graines. Là. OK? L'épaisseur lichen, vous la voyez, c'est un milieu très ouvert. Pas de compétition entre les arbres, croissance libre, et vous avez une répartition, évidemment, de la hauteur. C'est une moyenne de 10 arbres dans chacun de ces sites-là. Et vous voyez une répartition, ma foi, relativement homogène. C'est assez étonnant. Moi, le premier. Les arbres, peu importe leur âge, peu importe le lieu, ont toujours à peu près, ne dépassent pas 14 ou 15 mètres de haut. Dans la Pacera lichen, entendons-nous bien. Par ailleurs, si on regarde le bilan de croissance des arbres, de sa hauteur d'arbre en moyenne, puis on fait des régressions en fonction des cohortes, des âges de peuplement, 0 à 80 ans, 80 ans et plus, ou bien on le divise en 3 cohortes, on constate de façon générale que les peuplements de moins de 80 ans, c'est daté précisément par des cicatrices de feu. Il y a une certaine tendance à la diminution de croissance en allant vers le nord. Par contre, les peuplements qui ont plus que 80 ans, il n'y a pratiquement pas de différence, qui sont soit au sud ou au nord, 500 km de différence dans la Pacera lichen. Si on regarde ça un peu plus en détail, on a à peu près la même tendance ici. 0,60, on a beaucoup de peuplements à moins de 60 ans. On a quand même cette tendance-là qui se maintient. C'est des taux, malgré tout, relativement faibles, mais on voit une certaine, partition de la croissance en fonction de l'âge du peuplement. Enfin, c'est des choses qui sont assez bien connues de façon générale. Si on devait, vous voyez le travail formidable que notre cher François fait, on a 10 arbres par peuplement, 57 peuplements, donc on a 570 arbres. On a saucissonné chacun des arbres en 5 segments, hein, donc proportionnels à la hauteur de l'arbre. Mettons qu'un arbre fait 15 mètres de haut, on prend 5 rondelles sur l'arbre. Une à la base, une à 3 mètres, à 6 mètres, 9 mètres, 12 mètres, etc. À 15 mètres, c'est l'an zéro. Et si on fait l'âge cambial, donc peu importe la période où l'arbre poussait, et on regarde son profil de croissance incognito, tous les arbres qui font des peuplements de 0 à 60 ans, on n'a pas fini de traiter les données, mais ont une croissance franche qui commence à être encore, qu'on est toujours en croissance. Tandis que quand on descend, on arrive entre 60 et 100 ans, on a 2 cohortes là-dedans, on la voit. C'est des arbres qui ne rentraient pas à 60 ans, mais ils ont peut-être 70 à 80 ans. Ils ont encore une certaine croissance et ils commencent à atteindre certains plateaux. Et vous avez donc 120 ans et 120 ans et plus. Vous voyez, cette différence est importante dans la pente. Ça va prendre pour atteindre l'âge vénérable de 50 ans, là, quelle hauteur qu'on va avoir. Il y a vraiment une différence de peut-être 30 en termes de hauteur, de croissance de hauteur entre les arbres, les peuplements de moins de 60 ans et les peuplements plus de 80 et même à 120 ans. OK? Donc, c'est un point important. Est-ce que l'âge cambial nous permet de penser qu'il peut-être qu'il y a une question climatique. Les arbres poussaient donc au 19e siècle, là, c'est loin, là, tandis que ces arbres-là datent du 20e siècle, pour des conditions de sol tout à fait semblables. Il y a quoi à s'interroger? Y a-t-il d'autres facteurs? On pourra peut-être en parler si vous avez des questions là-dessus. Mais voilà une belle illustration de ces différences-là. Un point très important, j'achève, il reste 2 minutes. Épaisseur de la matière organique. Donc, le même truc, quand on est dans 57 des dépeuplements, on fait la moyenne de l'épaisseur de la matière organique. On fait 11 mesures, on fait une moyenne. Voici la moyenne ici. Qu'est-ce qu'on constate? Du parc des Grands Jardins au sud jusqu'à vers la 52e, on note avec un polynomial,
On note que dans la zone forestière, là où on coupe beaucoup d'arbres actuellement, l'épaisseur de matière organique est relativement épaisse. Excusez, la matière organique est relativement épaisse et de part et d'autre, c'est à peu près 10 cm aux deux bouts du gradient. Donc, dans la zone de la forêt fermée où vous travaillez, où on exploite la forêt, ça veut peut-être dire que s'il y a beaucoup de matière organique, que les forêts sont relativement vieilles. Bien, effectivement, vous coupez les forêts qui ont peut-être au moins 80 ans, sinon 100 ans et plus. Et c'est une excellente illustration ici. On a affaire à des vieilles forêts et beaucoup plus vieilles qu'on peut se penser. OK? C'est-à-dire que pour connaître l'âge précis de ces forêts-là, il faudrait voir l'âge du dernier feu. Et dans bien des cas, c'est impossible par les cicatrices parce que les arbres qui portaient les cicatrices sont déjà morts. Il faudrait parler donc de carbone 14 à ce moment-là. J'en conclus de façon donc assez générale. Il me reste 3 ou 4 diapositives, pas plus, que si je prends le premier objectif de tout à l'heure, oui, la forêt fermée a perdu du terrain, 8 OK? Et donc, il y a une pénétration progressive de la forêt ouverte au sein de la forêt fermée. Ça reste à voir. Est-ce que c'est réversible? C'est une question théorique et pratique à la fois, bien sûr. Mais si on regarde dans les faits, maintenant, je reviens à mon modèle du début. Maintenant, ici, il y a une pénétration au sud par rapport à la distribution théorique que j'avais tout à l'heure. Le modèle montre ici qu'on a une pénétration et qu'il y a des facteurs, il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ça. Je parlais de l'épaisseur de la matière organique. Dans tous les cas, dans l'épaisseur à lichen, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'épaisseur de la matière organique était impressionnante. Ça peut avoir même 1 mètre de tourbe sèche. Ce n'est pas de la vraie tourbe de tourbière. Ça veut dire donc que quand le feu a passé, il n'a pas consumé l'humus. OK? Et même dans ces sols-là, vous avez des fois 2-3 horizons de feu. Donc, il y a eu 2-3 feux et ces feux-là sont à l'origine de la paissière ouverte au sein de la forêt fermée. Et cette forêt fermée-là, si cette forêt ouverte-là existe, ça n'a rien à voir avec le climat, on en a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose comme le type de feu. Le type de feu, c'est un feu, vous avez un feu de surface, par exemple, comme ça arrive au printemps, les feux de surface juste au moment de la fonte de la neige. Vous savez, c'est la fenêtre par excellence pour les feux. On le sait, le sol est gelé. Et donc, le feu, on dit sévère parce que tous les arbres meurent, mais l'humus n'est pas consumé. Et ce n'est vraiment pas un bon lit de germination pour les graines d'épinette noire. Voilà un point très important. J'ai une étudiante qui fait une maîtrise en dehors de ce projet-là sur les paissières à mousse. Et je vous dis tout de suite, elle n'est pas là, la pauvre, mais c'est un scoop. Dans tous les cas de paissières à mousse que nous avons étudiés, c'est une thèse de maîtrise, on a 19 peuplements, la même méthode que celle utilisée par François. On a fait les mêmes mesures. Dans tous les cas, sans exception, il y a un horizon de feu à la base. OK? Tandis qu'ici, dans les paissières à lichen, il peut y avoir seulement qu'un horizon de feu, ou bien si la paissière à lichen est vieille. Dans le parc des Grands Jardins, c'est ce qui est le cas. Si la paissière à lichen est jeune, elle provient d'une forêt fermée qui s'est dégradée, pas à cause du climat, par un feu très, très léger. Eh bien là, donc, vous avez une épaisseur d'humus considérable. C'est vraiment rien à voir avec le climat. Le type de feu, donc, en termes d'aménagement, je crois qu'on devrait travailler sur cet aspect-là. OK? Les paissières fermées, c'est des paissières où il y a eu probablement un très bon feu. Ça a brûlé jusqu'à la corne, comme on dit. Et puis, j'ai vu des forêts, moi, vers l'île René-Lavasseur. Vous le savez, c'est exploité actuellement. C'est des forêts extraordinaires. Et puis, c'est des forêts de 120 ans à peu près. Puis, vous creusez dans le sol un horizon. Et c'est de la matière organique qui se dépaie, mais peu décomposée. Ça veut dire que le feu a grugé tout et l'épinette a pu se régénérer de manière systématique. Je termine avec, je reviens donc à le deuxième objectif. Quelle est l'origine des deux paissières? Feu. Dans tous les cas, c'est rare qu'on n'observe pas de traces de feu dans ces peuplements-là. Donc, le feu est un élément et le type de feu est majeur, comme pour le changement. Quel est l'impact des facteurs de perturbation? On en a parlé tout à l'heure. Et avant tout, il y a les 3 perturbations en rafale qui arrivent souvent en rafale au sud. Okay? Les paissières à lichen, d'ailleurs, au sud, sont dues à des successions de perturbations dans une période très, très brève. Feu suivi, une épidémie suivie d'un feu peut dégrader la forêt fermée. Mais au centre, c'est le feu et la coupe qui sont des éléments très importants où on coupe à l'heure actuelle. Et au nord, c'est essentiellement le feu. La tordeuse, on l'a vu par les graphiques, se rend très, très peu dans la région. Donc, des conclusions fort importantes à cet égard. Et si on reparle donc le dernier objectif, la forêt est-elle résiliente? Forêt fermée, oui, elle l'est certainement dans la partie méridionale, autour d'ici, et dans une bonne mesure, oui et non, dans la partie centrale, où actuellement il y a une activité de coupe extrêmement importante. Ça l'est dans une bonne mesure. La forêt peut résister. Les feux sont moins importants et tout ça. Il s'agit de faire attention. C'est le type de feu le problème. Il faut
faire un bon feu pour que tout reprenne dans le bon sens, dans la bonne direction, et non dans la partie septentrionale. C'est la partie fragile. Donc, tout ce qui est au nord de Manoine, la limite de coupe à l'heure actuelle, au pied des montagnes blanches et tout ça, en allant vers Plétipi. Enfin, Hubert a parlé un peu de la région. Il est clair que cette région-là, toutes les paissières à mousse qui brûlent actuellement ne se régénèrent pas, se transforment en paissières à lichen. Je crois que j'ai suffisamment parlé. Ah, il m'en reste une. Et finalement, des choses très pratiques. La croissance de l'épinette noire est faible. Bon, enfin, je pense que vous allez en convenir. Peu importe l'âge du peuplement, le site et le lieu, c'est vraiment faible. Ça ne dépasse pas 15 mètres de haut, peu importe d'un horizon entre 60 et 120 ans ou 150 ans. C'est assez impressionnant. Les jeunes peuplements ont une croissance supérieure à celle des peuplements âgés. Ça va de soi. Et la croissance, ça c'est intéressant, la croissance de l'épinette a été meilleure au cours des 50-60 dernières années, environ 30 supérieure à celle enregistrée dans les vieux peuplements qui sont issus de feux, évidemment, qui datent du 19e siècle. OK? Donc, là, je suis persuadé que si je dis merci à tout le monde, aux deux fonds, et vraiment qui ont été généreux dans la dispensation du fonds. Alors, ça a permis donc à notre étudiant de faire une recherche. Je dirais peut-être là-dessus que voilà une excellente initiative des deux fonds. Mais quand on veut former des étudiants, c'est notre rôle. Et Régent, Hubert et tout ça le savent très bien. Si on engage un étudiant au doctorat et qu'on veut respecter donc notre échéancier vis-à-vis les gens qui nous subventionnent, on a un petit peu de difficulté. Souvent, on va être amené naturellement à mettre des étudiants de maîtrise. Ce n'est pas à rabais, là, des étudiants super brillants, sauf qu'il y a ça moins de coffre pour l'élite de demain, pour les chercheurs, si on veut former des étudiants au doctorat. 3 ans, c'est évident. Je le disais d'emblée tout à l'heure, François est un étudiant modèle. Il va pouvoir donc faire ça en dedans de 4 ans, mais c'est assez exceptionnel. La moyenne, c'est 5 ans qu'on fait un doctorat. Enfin, à moins qu'il y en ait qu'il y ait d'autres statistiques, mais au Québec, de façon générale, dans notre domaine, minimum 5 ans. Donc, grâce aux deux fonds, ça nous a permis ça. Mais quand même, c'est un peu juste. Il faut évidemment utiliser d'autres subventions, ce qui fut le cas ici. C'était entendu de façon au départ avec les deux fonds que pour un projet d'envergure comme celui-là, il fallait avoir donc d'autres sources. Voilà. Merci beaucoup. M. Payette, le fait qu'on observe ça récemment, l'ouverture de la forêt boréale, est-ce que ça sous-entend que le régime de feu a changé récemment? Ou... Ça, c'est une très bonne question, effectivement. M. Duchesne, c'est ça? Très bonne question. C'est possible. Il y a des gens qui se posent la question à savoir si le changement climatique n'a pas quelque chose à voir là-dedans, à savoir que les feux seraient un peu plus précoces, les étés arrivant plus tôt, et que donc les feux viendraient un petit peu plus tôt au printemps. Rappelez-vous 2005, qui était une super année de feu. Nous, on parle des crues, comme les crues de vin, des crues de feu. On a un beau cru en 2005. Et de deux sources différentes, la source du printemps, on a eu des feux de printemps. À la baie de James, d'ailleurs, vers LG4 et tout ça, il y a eu des feux de printemps. Il faisait extrêmement chaud, donc il y a des chances qu'il y a eu beaucoup de feux de ce genre-là qui surviennent peut-être depuis quelques décennies. Par contre, en 2005, il y a eu beaucoup de feux pendant l'été, jusqu'à la fin juillet, début du mois d'août. Et ces feux-là étaient sûrement bénéfiques, peut-être. C'est une belle étude à faire, d'ailleurs, de voir le type de feu selon qu'il survient au printemps ou pendant l'été. Certainement que ça a quelque chose à jouer. Donc, pour répondre à la question, il est tout à fait possible, beaucoup de gens se posent la question que les feux de printemps soient des feux un peu plus précoces qu'avant à cause du changement climatique. La saison est rallongée, etc. Ça reste à démontrer, cependant, là, mais c'est dans l'air. Merci, M. Payette. La prochaine conférence concerne le domaine de recherche de la biodiversité. Elle présente les résultats issus d'un projet de recherche impliquant les produits forestiers Saguenay et réalisé par une équipe de chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi. Cette étude avait pour objectif de répondre à une problématique soulevée par les utilisateurs au sujet de l'enfeuillement de la pessière noire.
J'invite M. Sylvain Parent, stagiaire postdoctoral, à présenter sa conférence qui a pour titre « Impact des activités sylvicoles sur l'enfeuillement dans la pessière noire ». Monsieur Parent? En passant, M. Gagnon vous fait dire que c'est la relève à l'UQAC, M. Parent. Non, ben, pas à l'UQAC, je me suis trompée. C'est une relève au niveau des doctorats. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de venir vous résumer les travaux de recherche concernant l'enfeuillement des parterres de coupe au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si je peux terminer celle-ci, je vais commencer. Voilà. En espérant que ça fonctionne. Donc, une petite définition. Pour moi, c'est assez simple. L'enfeuillement, c'est l'augmentation de la proportion initiale de feuillus de lumière, en particulier le peuplier et le bouleau, après la coupe. Cette proportion-là, c'est à la fois la densité, mais aussi au niveau de la croissance des individus. Évidemment, c'est un phénomène qui est bien documenté. Il suffit de parcourir un peu un parterre de coupe, puis on voit assez bien qu'il y a eu un accroissement, soit du bouleau ou du peuplier au temps. Évidemment, on n'a pas de consensus actuellement sur la résilience d'une forêt coupée. Actuellement, les connaissances sur la dynamique naturelle nous proposent que 2 modèles de succession forestière. Le premier modèle, qui est plutôt directionnel, et suggère des mécanismes de retour, c'est-à-dire qu'en bas, à votre droite, vous avez la forêt enfeuillée par la coupe, et le modèle nous suggère qu'à l'intérieur même du peuplement enfeuillé, il y a des éléments qui vont permettre un retour à la proportion initiale au niveau des feuillus ou comme les résineux. L'autre modèle qui est surtout été développé pour la pessière noire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, eh bien, il est un petit peu plus pessimiste. Il nous indique qu'il n'y a pas vraiment de retour. Évidemment, ce sont des modèles qui ont été développés sur la base de perturbations naturelles. Donc, au niveau des coupes, on n'a pas vraiment de consensus sur le modèle en fin de compte, qu'est-ce que le devenir de la forêt après coupe. Donc, en fin de compte, moi, mon objectif principal, c'était étudier les mécanismes de retour après la coupe, c'est-à-dire, est-ce que la forêt qui était initialement résineuse a-t-elle la capacité ou a-t-elle conservé la capacité de s'enrésiner? Donc, il n'y a pas beaucoup de mécanismes cibles qui permettent l'enrésinement. Il y en a un qu'on considère plutôt lent, qui est le recrutement des résineux au travers la litière formée par les feuillus. Un autre mécanisme, ou un certain mécanisme qu'on dit de facilitation, excusez, je suis un peu fatigué, c'est déterminé par des facteurs très spécifiques, et vous allez voir, évidemment, ça nous prend des sources de graines viables, évidemment. L'autre, l'exposition du sol minéral, qui survient surtout au début de la perturbation, c'est un facteur qui facilite le recrutement. Et un peu plus tard, et même au moment de la coupe aussi, ce sont la présence de monticules formés par des débris ligneux qu'on va apporter. Ah ben, il y a rapport du micro. Désolé. Donc, les monticules qu'on appelle souvent dans la littérature américaine des nurse logs ou des petites poignères. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une approche en 2 parties. La première partie étudie exclusivement l'émergence dans la litière de feuillus pour voir vraiment si c'est un mécanisme de résilience. Dans ces cas-là, si c'en est un excellent, évidemment, on laisse qu'un résineux sur le site et puis, avec les années, il va s'enrésiner. D'accord? Et puis, l'autre, c'est le recrutement in situ des résineux. La partie 1, c'est exclusivement en serre. Donc, évidemment, pour prendre l'épinette noire, on n'a pas choisi l'épinette noire comme indicateur d'enrésinement, mais plutôt sa compagne, l'espèce compagne, le sapin baumier. Pourquoi? Parce qu'en général, la régénération de sapin est beaucoup plus abondante que l'épinette, même si, en termes de proportion, les arbres adultes en épinette noire sont plus élevés que le sapin. Et ça s'expliquerait par une production et une dispersion de graines plus importante à chaque année chez le sapin, contrairement à l'épinette noire qui va en conserver une certaine proportion dans ses cônes sérotineux. Et finalement, aussi, ça c'est un avantage pour le sapin, la graine est beaucoup plus volumineuse que l'épinette, donc ça donne à la germination un semis beaucoup plus gros, plus robuste, donc capable de s'enraciner plus profondément dans l'humus. Ça lui donne des chances également de résister un peu mieux aux effets biomécaniques, donc par le poids des feuilles ou de la neige.
Donc, évidemment, une petite hypothèse, c'est que le recrutement du sapin est problématique. Dans ces cas-là, celui de l'épinette le sera davantage. Donc, au niveau de la partie en serre, c'était important de tester vraiment ce qui se passe au moment de la germination et l'émergence des semis. On a fait 3 expériences en serre. La première visait à étudier l'émergence du sapin sous un gradient croissant d'épaisseur de feuilles, ainsi que l'effet de la densité de graines, ou la quantité de graines ensemencées. Donc, notre dispositif expérimental était simplement une espèce, 4 classes d'épaisseur de feuilles et 3 densités de graines. Les premiers résultats montrent qu'il n'y a pas d'effet de la densité de graines d'ensemencement, que vous mettez 600 graines par mètre carré ou 1200, ça ne change pas sur leur taux d'émergence. Ça veut dire, d'une certaine façon, que plus il y a de graines qui rentrent, qui tombent sur les feuilles, plus on a de chances d'avoir des semis. Lorsqu'on regarde l'effet vraiment de la litière, donc vous avez en X, à la base, nos traitements, les petites graines, c'est les petits en vert, et on a notre gradient croissant d'épaisseur de feuilles. Nos résultats montrent clairement une réduction du taux d'émergence en fonction du gradient de feuilles. Donc, plus il y a de feuilles, moins il y a de semis qui émergent. Et ça suggère une certaine épaisseur limite au-delà de laquelle il n'y a plus d'émergence parce que le semis est trop petit, ne peut pas passer au travers cette épaisseur-là. Donc, quand on regarde la deuxième expérience que l'on a faite, c'est pour vérifier simplement l'émergence sur les feuilles. Et ce que l'on constate, c'est que lorsqu'on ensemence sur les feuilles, il y a une réduction de l'émergence, puis par la suite, avec même l'augmentation de l'épaisseur sous la graine, l'émergence reste à peu près, le taux d'émergence à peu près identique. Ça nous indique tout simplement que l'émergence dépend des conditions maintenues en serre. Donc, si on fait sécher tout ça, tout le monde va mourir. Le semis, en fin de compte, émerge que sur les feuilles. La troisième expérience était l'effet d'une couche de feuilles mortes déposée sur ou sous les feuilles, ainsi que l'effet de ces feuilles-là sur l'irrigation, l'irrigation sur l'émergence et la mortalité des semis. Là, ici, on a comparé 4 espèces, le sapin, l'épinette noire, le bouleau à papier et le bouleau jaune. Voici les résultats. Au départ d'une partie de l'expérience, on irrigue durant 47 jours à partir de l'ensemencement. Ce que l'on observe ici, vous avez 4 graphes similaires. C'est des patrons d'émergence. En Y, c'est le taux d'émergence effective. Il faut ramener ça pour les comparer d'une espèce à l'autre. Et vous avez en X le nombre de jours. Ce que l'on constate tout de suite, c'est que le taux d'émergence était significativement supérieur là, en absence de feuilles, ce qui nous paraissait tout à fait correct. Et le traitement d'une seule couche de feuilles qui recouvre la graine ou moins, bien, on constate qu'il y a eu une réduction du taux d'émergence. Évidemment, lorsqu'on compare nos 2 espèces, on constate que l'épinette noire a émergé beaucoup plus rapidement et a atteint un taux d'émergence effective supérieur au sapin. Cependant, si on compare l'effet des feuilles, on remarque que l'épinette noire a réduit d'environ 40 %. L'effet des feuilles a eu un effet de baisser le taux d'émergence de 40 % comparativement au sapin. Donc, le sapin, compte tenu de sa taille, bien, ça fait en sorte qu'il a été moins affecté par la présence de feuilles. Maintenant, au niveau de la mortalité, on a ici les taux de mortalité, nos espèces, et on a finalement tout simplement arrêté d'irriguer durant 21 jours. Ce que l'on constate, première chose, c'est que le taux de mortalité était significativement supérieur en absence de feuilles. Donc, en présence de feuilles, le taux a été inférieur. C'est-à-dire que les feuilles ont eu un rôle de protéger, dans le fond, de conserver l'humidité du sol. Si on regarde maintenant au niveau de la réponse de l'espèce, on constate que l'épinette noire atteint 100 % de mortalité beaucoup plus rapidement que le sapin baumier. On le voit ici, ça veut dire qu'à peu près 17 jours, tous les épinettes dans les terreaux étaient mortes, alors que le sapin, il en restait quand même que 20 % Et quand on prend les feuilles, on constate qu'au niveau des feuilles, en présence de feuilles, la mortalité a atteint 60 %, alors que chez le sapin, elle a atteint 40 % seulement. Donc, ce qu'on peut résumer de ça, c'est effectivement, ça nous donne
ça venait valider un peu pourquoi on pouvait prendre le sapin. Évidemment, la litière limite l'émergence et le développement du semis. Ça, on n'avait rien inventé, mais il fallait le tester. Elle limite la mortalité par temps sec. Donc, avoir des feuillus dans un parterre de coupe, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est négatif. Et finalement, le sapin, toute chose, démontre vraiment sa supériorité à s'installer et à survivre en relation avec les feuilles. Donc, on confirmait un peu que le succès d'émergence d'une espèce est souvent en fonction de la dimension ou le volume de sa graine. Le sapin a une graine à peu près 6 fois plus volumineuse que l'épinette. Maintenant, le recrutement in situ, c'est pour voir les mécanismes de facilitation du recrutement. Donc, la façon qu'on s'est pris, c'est que dans des aires de coupe perturbées, on a notre ligne de semencier, on a des quadras ici d'1 mètre par 1 mètre, et on s'éloigne de la lisière vers le centre. Dans chacun des quadras, il y avait une description du lit de germination, de la topographie. On récoltait tous les semis par classe topo et lit, on les combinait. Ensuite, on fait une estimation de la position du substrat d'enracinement. Elles sont situées où les racines? Parce qu'évidemment, l'humus va prendre de l'épaisseur avec les années. Donc, le site d'établissement n'est pas le site actuel, mais il y a quelques années. Et finalement, on a estimé l'âge des semis. Au niveau de la dispersion, si on regarde maintenant la capacité de dispersion, eh bien, on constate à peu près ce que la plupart des autres ont observé, c'est qu'il y a une réduction de la densité de semis en fonction de la distance. En général, 80 à 90 de la régénération se trouvait à moins de 20 mètres des sources de graines viables. Évidemment, c'est très concordant avec ce qu'on a dans la littérature. Lorsqu'on regarde le patron temporel de recrutement, ça ici, c'est une structure d'âge. C'est pour un feu qui a eu lieu en 1968. Vous avez le nombre de semis récoltés, les barres noires, et ensuite, vous avez ici les années d'origine estimées chez les semis. Ce que l'on constate en premier, c'est que le recrutement, ça nous donne une idée, ça nous suggère que le recrutement varie beaucoup d'une année à l'autre. On a ici, parfois, il y a des mauvaises années semencières, comme durant les épidémies de tordeuses, des bourgeons d'épinette, l'insecte broute de préférence. Les fleurs, évidemment, pas de fleurs, pas de fruits, réduction de la production de graines, réduction de semis. Et on constate également à cet endroit ici, en 1995, de grandes fluctuations, et ça, on a réussi à corréler ça avec les années de production semencière. Donc, en 1994, on a eu une excellente année semencière, et ça se reflète en 1995 par un important recrutement, dans ce cas-ci, chez le sapin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe ce type de patron-là dans la plupart des endroits étudiés. Ici, c'est des sites coupés en 64. Ça ressemblait dans le temps à une CPRS d'aujourd'hui, versus des sites non coupés. On constate que, encore une fois, ici, on a un effet de l'épidémie, des effets des bonnes années semencières, et les patrons sont assez similaires, ce qui est surprenant. Je n'ai pas encore d'explication pour ça. Mais la différence entre un site coupé et non coupé, évidemment, c'est le nombre de semis pour la même surface d'échantillonnage. Donc, l'enracinement est effectivement un processus graduel et la similitude des patrons de recrutement, c'est surprenant. Bien entendu, le nombre de semis varie d'une année à l'autre. Donc, après une perturbation ou une coupe, lorsqu'on examine le système racinaire, ça nous permet de savoir sur quel substrat le semis s'est établi ou a germé et a commencé à croître. On constate en général, sur la majorité de nos travaux, que 49 des semis se seraient établis en association avec les débris ligneux, avec des débris ligneux qu'on pouvait observer. 27 avec le sol minéral. Donc, le système racinaire est surtout enraciné à la surface du sol minéral ou une partie dans le sol minéral, mais ce n'est jamais très profond. Et la matière organique, bien, ça, c'est notre classe où on était incapable de l'identifier avec certitude. Donc, en fin de compte, ce que ça nous dit, c'est que la régénération n'est pas distribuée aléatoirement sur le parterre forestier, chez le sapin. Il y a des fortes affinités entre les semis et souvent ce qu'on observe avec les monticules de débris ligneux, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est très concordant avec une majorité d'études qui ont étudié spécifiquement les relations entre les semis et les substrats d'établissement. Donc, évidemment, après une perturbation avec les années, la surface et la durée utile d'un bon
lit de germination ou un bon substrat d'enracinement, évidemment, c'est limité. Donc, je résume un peu ça assez simple pour bien comprendre un peu ce qui peut se passer dans une forêt un peu enfeuillée. Donc, on a ici notre épinette qui est notre source de graines et on a ici la courbe vert qui nous montre la réduction ou la dispersion des semis. Donc, au moment de la perturbation, ici, le parterre de coupe à votre droite, les petits monticules blancs, c'est du sol minéral exposé. Donc, si on est en présence à ce moment-là de sources actives de graines viables, évidemment, vous allez voir, je vais juste vous montrer, bien, il va y avoir colonisation ou établissement des petits semis. Dans le fond, ce que ça veut tout simplement dire, c'est que le recrutement, ce que l'on constate, c'est que pour qu'il y ait du recrutement, il faut qu'il y ait une proximité entre ce qu'on peut appeler des sources viables de graines, donc des émetteurs, qui vont émettre les graines, et des microcytes qui sont réceptifs. Et évidemment, si c'est trop éloigné, dans notre cas, on parle de 20, peut-être 30 mètres, bien, il n'y a pas de recrutement. C'est-à-dire que la coupe forestière ou la perturbation peut mettre en disponibilité de bons microcytes. Évidemment, les résineux ne peuvent l'atteindre par la pluie de graines. Et comme on connaît la capacité supérieure des bouleaux et des peupliers, évidemment, ça devient des sites qui sont beaucoup plus disponibles aux bouleaux et aux peupliers faux-trempes. Donc, évidemment, ici, je fais introduire un débris ligneux qui, en général, vient de la mortalité de la strate arborescente. Donc, évidemment, lorsqu'un débris ligneux tombe au sol, il n'est pas réceptif. Il y a un certain délai qu'on ne connaît pas, et à un moment donné, il devient réceptif, et là, il est colonisé par la régénération, et à un moment donné, quand tout l'espace est pris, il n'y a plus vraiment de recrue. Pour qu'il y ait un recrutement subséquent, évidemment, ça nous prend un autre débris ligneux qui devient réceptif, et compte tenu, évidemment, que l'âge des résineux, les résineux sont en mesure de tolérer plusieurs décennies en sous-couvert, eh bien, l'absence de mortalité chez les semis bien installés, plus les nouveaux qui s'installent, on vient d'accroître le recrutement en résineux. Évidemment, lorsque l'on coupe et que la distance est trop élevée, la coupe, ce qu'elle fait, elle vient retirer des tiges qui ont le potentiel un jour de devenir de bons débris ligneux, donc de bonnes pouponnières. Donc, c'est comme si on éliminait ça ici. Et évidemment, on se retrouve avec un établissement presque dans une petite fenêtre d'établissement après la perturbation, qui est un peu similaire à ce qu'on observe dans la pessière après feu. Donc, évidemment, le recrutement augmente plus rapidement lorsqu'il y a un apport constant de débris ligneux. Et ça, c'est intéressant, ça nous a soulevé des questions à savoir quel est vraiment le rôle de la mortalité lors des épidémies tordeuses des bourgeons d'épinette. Est-ce que c'est simplement pour le remplacement des jeunes par les adultes ou les adultes ont un rôle à jouer? Dans ce cas-ci, c'est intéressant. La mortalité a un rôle fondamental qui est de maintenir le recrutement. Sauf que lorsque la tige tombe au sol, elle ne permet pas le recrutement immédiat, mais c'est un petit peu plus tard. Évidemment, c'est rare qu'il y ait eu des assiettes de coupe qui ont respecté la proximité entre la capacité de dispersion des graines et les bons microcytes. Donc, ça a laissé de grands espaces libres à toutes les autres espèces, tout comme le bouleau, le peuplier et toute la cohorte qui était déjà présente. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure un peu de ces travaux-là, de l'enfeuillement par l'activité de coupe? Eh bien, évidemment, nos travaux n'ont pas réussi à démontrer que le recrutement au travers de la litière, c'est impossible. C'est possible qu'il y en ait un, mais il nous paraît pour l'instant comme étant un facteur plutôt mineur. Évidemment, nos résultats confirment que la présence de feuillus ou l'enfeuillement va limiter non seulement le recrutement subséquent des résineux, mais également va affecter la croissance de la régénération préétablie, puisque souvent les feuillus ont un taux de croissance en hauteur supérieure, ou va affecter la régénération qui s'établit sous les feuillus. Évidemment, ce que la coupe forestière fait, l'enfeuillement, va affecter un peu les mécanismes de facilitation parce que lorsqu'on a tout enlevé les tiges dans un système comme ça, eh bien,
la possibilité de ravoir des débris ligneux est plutôt faible. Donc, quand on regarde maintenant les modèles qui nous sont disponibles, bien, on constate que lorsqu'il y a une coupe, bien, la coupe, ce qu'elle fait, elle va évidemment éliminer un certain potentiel au niveau des débris ligneux et évidemment, je ne veux pas dire qu'elle va inhiber la possibilité de retour du système, mais ça va être fortement ralenti. Ça suggère, ça ne veut pas dire que c'est l'est, mais ça suggère pas mal. Donc, on se rabat sur un modèle qui nous suggère qu'il n'y aura pas de retour. Il y en existe un, c'est des modèles théoriques, et c'est toujours possible, mais ça sera beaucoup plus lent. Donc, évidemment, ces études-là ont été faites sur une espèce qui s'établit bien en forêt, alors que lorsqu'on la compare avec l'épinette noire, qui, elle, éprouve beaucoup de difficultés à s'établir, évidemment, c'est beaucoup plus problématique lorsque les feuillus s'introduisent dans la forêt. Je vous remercie. Je remercie également aussi une équipe formidable qui m'a permis de réaliser ce projet-là. Merci beaucoup.